Alors je passe la parole maintenant à Alejandro Teitelbaum, qui est donc, comme vous l'avez vu dans le programme, qui est avocat et spécialisé dans les droits humains. Spécialisé en quoi? En droits humains. Ah bon? Droit international des droits humains. Je ne savais pas. Bon, je m'autoqualifie comme militant. Oui, oui, oui. Et point à la ligne. On attend. Si vous n'entendez pas, tant mieux pour vous. Bon, et on va, dans les symposiums, on va manipuler certains termes, souveraineté, nation, peuple, autodétermination. Donc je pense qu'il faut faire les points sur la signification et comment ça évolue, ça va vers l'avant, vers l'arrière, etc., pendant le temps. Bon, la notion de souveraineté, elle naît avec les États. Avec l'apparition de l'État, il y a des siècles, apparaît en même temps comme une notion inséparable de l'État, la souveraineté de l'État. D'abord, les États, on était des États monarchiques. Ça veut dire la notion de souveraineté de l'État était la même que de monarche. Souverain, souveraineté. C'était l'État et les souverains, et l'idée de souveraineté était centrée dans les souverains. Après, avec l'évolution et la démocratisation, la Révolution française, il y a une évolution dans le sens que la notion de souveraineté tombe sur la nation. C'est ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est la nation, c'est le fondement de la souveraineté. Non, on n'entend pas. Ça va comme ça? Bon. Donc, c'est cette idée de nation. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé avant, mais on a pris en compte la notion de peuple. La Constitution française de 1958, il dit que la souveraineté réside en dernière instance dans le peuple. Dans le peuple à travers de leurs représentants. À travers de leurs représentants. Mais en dernière instance, il réside dans le peuple, par exemple, que la peut exercer directement dans le référendum. Vous avez l'habitude ici en Suisse de référendum. Il y a tout le temps de référendum ici. Mais l'idée centrale, toujours, c'est la même. La souveraineté s'exerce à travers les représentants du peuple. Les représentants. Et les représentants du peuple sont élus démocratiquement ou pas. Parfois, il y a des régimes que la représentation populaire n'existait pas. Même on appelle démocratie parce qu'il y a des élections périodiques, mais il y a une représentation assez floue, vraiment, du sentiment ou de volonté du peuple. Par exemple, pour parler d'un exemple actuel, en France, il y a une grande mobilisation à cause des retraites. La majorité de la population, selon les sondages et selon les mobilisations, sont contre le projet, c'est mieux dire la loi, parce que c'est déjà la loi, sur l'augmentation de l'âge de la retraite. Mais le gouvernement dit le peuple a parlé à travers des représentants. Ce n'est pas la rue qui va dicter la loi. Alors il y a une manipulation ou un exercice de la souveraineté des peuples un peu bizarre, pour ainsi dire. Ça, c'est la notion de souveraineté. Alors, il peut envelopper différentes choses. On parle de la souveraineté de l'État, d'abord les monarques, après la nation, finalement le peuple, mais quand on commence à parler de peuple, il y a les classes dominantes qui se méfient un peu de ces notions-là, ils la manipulent un peu
à sa guise. Et de la notion de souveraineté du peuple, il apparaît dans les derniers siècles la notion d'autodétermination du peuple. On parle d'autodétermination du peuple, d'autodétermination des nations. Et la confusion dans ces cas, il augmente encore parce qu'on parle d'autodétermination du peuple ou autodétermination des nations, mais qui représente le peuple, qui représente la nation. Ça, c'est le problème. Et dans certains cas, au nom du peuple, on fait des concessions à la souveraineté de la nation et aux intérêts du peuple. Par exemple, on m'a demandé de parler de la question des bases juridiques de droit international sur les droits aux ressources naturelles, aux richesses naturelles. Et il y a des résolutions des Nations Unies. Il y a les deux pactes de droits civils et politiques et de droits économiques et sociaux. Il y a un article premier, 2, je crois, qui sont les mêmes textes qui revendiquent les droits à l'autodétermination du peuple. Il y a une déclaration des Nations Unies sur les droits du peuple à avoir le contrôle de ses richesses naturelles, etc., etc. Il y a toute une série de dispositions des Nations Unies dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Dans le cadre des décisions des Nations Unies, du Conseil de sécurité, ils ont légitimé l'agression et l'occupation d'Irak. Les conséquences de l'occupation d'Irak a été l'appropriation pour les entreprises internationales des ressources pétrolières d'Irak. On a décidé ça sous l'administration américaine. C'est la Coalition Order 39 sous l'administration de Paul Bremer. On a décidé la privatisation des ressources naturelles des entreprises publiques, etc., etc. Ça veut dire, et tout ça a été légitimé pour les Nations Unies par la voie du Conseil de sécurité. Alors vous voyez qu'il y a une contradiction totale entre les textes approuvés au sein des Nations Unies et la pratique des Nations Unies, surtout à travers le Conseil de sécurité. On parle, par exemple, on dit que la maldition du peuple, c'est les ressources naturelles, surtout en Afrique. Et à la République démocratique du Congo, selon une revue très importante anglaise, une revue scientifique, Science or Nature, je ne me souviens pas maintenant, il y a eu déjà plus de 4 millions de morts en République démocratique du Congo à cause de la guerre civile pour les ressources naturelles du Congo. Les ressources minières surtout, par exemple le coltan, Colombo taltanio, que c'est un minéral qui s'utilise pour les téléphones portables. Il y a une guerre sans fin entre les entreprises transnationales pour le contrôle des ressources minières du Congo. On a nommé un groupe de travail au Conseil de sécurité pour s'occuper de ces problèmes de la guerre civile au Congo. Et ce groupe de travail, il dit il y a des bandes armées, il faut finir avec la question des bandes armées qui se disputent le contrôle des richesses minières. Alors, il faut légaliser l'exploitation des richesses minières à travers d'un cadre légitime, mais ne pose jamais la question du droit du peuple congolais à contrôler ces ressources minières. On ne parlait jamais de ça. C'est un groupe du Conseil de sécurité qui s'occupe de ça. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples dans ce sens-là. Mais je voudrais parler
maintenant de la question dans le sens de la législation nationale. La que je connais mieux, c'est en Amérique latine. En Amérique latine, il y a une période dans les années 50, 60, jusqu'à le commencement des 70, dans laquelle il y a eu une tendance dans le sens de l'autodétermination des peuples et des nations. Il y a eu une législation très positive. Par exemple, en Argentine, dans la Constitution du 49, l'article 40 disait expressément que les gisements pétroliers et autres sont de l'exclusive propriété de l'État, et l'exploitation, la commercialisation, tout, c'est la tâche de l'État, et qu'on ne pouvait pas donner en concession ces ressources. Il y a dans la Constitution mexicaine quelque chose de semblable, et de la Constitution vénézuélienne. De la Constitution argentine de 1949, il a disparu 6 ans après. En 1957, il y a un changement de la Constitution et cette clause a disparu. Dans la Constitution vénézuélienne figure cette disposition, mais dans la pratique, maintenant en Venezuela, on fait une politique de concession. Il n'y a pas une politique de garder pour l'État les produits, les ressources minières, pétrolières, sinon qu'il y a une politique de concession à grandes entreprises internationales. Au Venezuela, il y a les réserves pétrolières peut-être les plus grandes du monde, mais son exploitation, c'est avec la participation de l'État, mais en bonne partie, c'est la plupart de ces richesses, des produits, des résultats de ces richesses vont aux poches des entreprises transnationales. En Argentine, par exemple, pour retourner à l'exemple de l'Argentine, il n'y a plus cette disposition que les richesses appartiennent à l'État, les ressources naturelles, les richesses minières. Et on a modifié la législation dans le sens de transférer aux provinces du pays le contrôle de ces richesses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des provinces pétrolières en Argentine et ils ont négocié. Par exemple, je vous donne un seul exemple. Un gisement qui s'appelle Cerro Dragón en Argentine. Dans l'année 2007, il y a une concession à une entreprise panaméricaine pétrolière, une entreprise américaine. Il y a une concession dans Cerro Dragón qui c'était jusqu'à l'année 2017. Mais l'année 2007, le gouvernement de la province a donné la concession, a prorogé la concession jusqu'à l'année 2047. Ça veut dire qu'il y a une richesse qui va se terminer parce que les ressources pétrolières s'épuisent finalement. On estime de très près que quand la concession se termine, il y aura plus de pétrole. Et les régalies qui reviennent à la province ou à l'État national sont une partie infime. Ça ne se passe pas tellement mal partout. Par exemple, en Bolivie, il y a maintenant, on a découvert, on est en train de travailler, il y a des énormes gisements de litio, que c'est un minéral très stratégique qu'on utilise même en médecine. Et le gouvernement bolivien a décidé de s'occuper lui-même de l'exploitation et la commercialisation du litio. Et par contre, de l'autre côté de la frontière, en Argentine, il y a on a découvert des gisements de litio il y a quelque temps qui sont très importants. Mais l'exploitation et les concessions pour l'exploitation de litio du côté argentin, c'est à la charge d'une entreprise minière canadienne et de Mitsubishi japonaise. Ça veut dire qu'il y a
il faut se méfier quand on parle de gouvernements progressistes et voir de quel côté ils vont. Si vraiment, quand ils parlent d'autodétermination, on parle d'une véritable autodétermination, ou il s'agit d'une politique démagogique, populiste, etc., etc. Tout ça, je crois qu'il faut le développer dans les ateliers. C'est un peu tard déjà, les gens commencent à se fatiguer, surtout en m'entendant avec mon accent. C'est l'accent marseillais, ça, je ne sais pas si vous savez. Et donc, j'arrête là, et c'est mieux que les gens commencent à intervenir, comme ça, ils se réveillent. Oui, merci Alejandro. D'autant plus que demain, en fait, la conférence de demain matin examinera certains de ces cas pratiques avec Hervé Duhalto pour la Bolivie, Véronique Rigaud pour ce que tu disais pour le tentative de réappropriation de la part du peuple congolais des ressources naturelles. Donc on verra ça demain.